Derrière chaque image se trouve un artiste. Ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer, qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sandrine Calam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques. Avec un objectif, comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Au programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go! Salut Nicolas, bienvenue sur Gizmo. Merci beaucoup. Salut Sandrine. Très très contente que tu aies accepté l'invitation et qu'on ait l'occasion de papoter tous les deux. Tu as l'air détendu et prêt à échanger. Donc très très contente. Je pense qu'on va avoir une bonne discussion. Qui plus est, à mon avis, je suis pas la seule à être ravie d'avoir cette discussion. Vous avez été nombreux sur Instagram à envoyer des questions aussi pour que Nicolas y réponde. Donc j'ai compilé tout ça. Ce sera mes questions et ceux qui ont été assez curieux pour t'en poser aussi. Donc ça sera une discussion groupée, mais même si on est deux, ce sera une discussion groupée. Ok, super. Pour commencer notre échange, Nicolas, je veux bien que tu commences par te présenter, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, en nous expliquant qui tu es, ta spécialité et comment tu en es arrivé à faire, ta spécialité. Tu as vu, je ne tease rien, je te laisse vraiment tout dire. Yes, super. Écoute, déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être ici. J'ai entendu pas mal d'interviews, donc du coup, être là, ça fait un peu bizarre. Donc merci beaucoup. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Nicolas Morel. Je suis senior creature modeler et caractère artiste. Je suis basé à Sydney et donc je travaille actuellement dans les effets spéciaux pour les films. Donc j'étais en feature animation, maintenant je suis pour les films VFX en tant que senior creature modeler. Mon parcours, un peu pour le résumer très rapidement, donc j'ai fait l'ESMA à Toulouse en France. Je suis rentré en 2013, je suis sorti en 2017 et après ça très rapidement donc j'ai fait la MANA, donc la mise à niveau en art appliqué, puis les 3 ans de spécialisation en cinéma d'animation 3D. Au début pour être en tant que généraliste, et en fait à la fin de mon parcours, j'ai décidé de me spécialiser dans le creature modeling. Et donc c'est ce dont on va parler un peu plus de comment j'ai fait vraiment pour ça, et surtout comment tous mes projets perso m'ont aidé à me spécialiser. Et après donc mon diplôme, je suis arrivé à Londres en 2017, fin 2017, et c'est là que j'ai commencé à travailler, d'abord en tant que généraliste, puis à l'aide de mes projets perso, j'ai réussi à me spécialiser en tant que creature modeler, où je suis rentré chez MPC en mi-2018 en tant que creature modeler. Cool. Voilà à peu près pour mon parcours résumé brièvement. Ouais, là, franchement, tu mets le niveau assez haut sur comment résumer son parcours brièvement. Pas mal, pas mal. Je te le noterai en exemple. Hem Super. Tu disais que tu avais été, généraliste et que tous ces projets perso t'avaient aidé. C'est-à-dire qu'au début, tu savais pas trop ce que tu voulais ou tu avais du mal à vraiment t'imposer et trouver une place en tant que, spécialiste? Alors, comme tu le viens de le dire, en fait, c'est une spécialité, et comme c'est une spécialité, en fait, c'est vraiment une niche, et c'est quelque chose qui est vraiment assez spécifique. Donc, en général, dans les écoles, c'est pas quelque chose vraiment qu'on enseigne. C'est-à-dire que on enseigne une base d'anatomie, on enseigne une base on fait des personnages, etc. Mais comme tout le monde ne fait pas ça, c'est quand même assez difficile, on va dire, pour une école de former des étudiants à faire ça. Donc, souvent, on va un peu les initier, mais comme souvent les écoles ne vont pas former les étudiants à devenir des créatures artistes, tout simplement parce qu'en fait il faut des années pour apprendre toute l'anatomie, et en 3 ans de formation, on n'a pas le temps d'apprendre et les logiciels, et l'animation, et l'anatomie. Donc on va dire que c'est plus une spécialisation que les étudiants vont devoir faire de leur côté. Alors je sais qu'aujourd'hui les écoles parfois me contactent pour mentorer des étudiants, mais presque de façon individuelle, plutôt ou de faire par exemple des masterclass, mais ça va plus être des interventions. C'est comme les FX en général. Les écoles commencent à l'intégrer, mais ça reste encore quelque chose de, de très spécifique. Et en fait, quand je suis arrivé à Londres avec mon background donc à l'ESMA, on est plus formé à des généralistes. Tout simplement, en fait, j'avais pas le niveau pour être créature spécialiste, mais enfin pour être créature modeler. Mais comme il fallait bien que je commence quelque part, j'ai commencé par être généraliste.
Et après, de mon côté, j'ai fait des projets perso pour pouvoir ben, prétendre avoir un rôle en tant que creature modeler. Donc aussi un peu t'auto-former et continuer toi ta propre, formation de ton côté en parallèle de, ce job Exactement. de, généraliste, quoi. Exactement, et on va dire que certaines personnes pourraient me dire: «Mais dans ce cas-là, pourquoi tu as fait une école si, derrière tu as dû te former toi-même?» L'école, ça m'a donné vraiment la structure, donc toutes les bases, donc tous les logiciels, je savais utiliser tous les logiciels, et surtout une structure de comment apprendre et comment, se former, parce qu'on fait quand même beaucoup, on est quand même assez indépendant dans des écoles comme ça, et du coup derrière, c'est à chaque étudiant, bah, de développer ce qui les intéresse, en fait. Tu veux bien nous raconter là comment justement toi tu étais, bah, le soir peut-être à te former, à te dire, «Je me motive, je vais devenir, créature, modeleur, c'est parti», comment tu t'y prends quand, bah, tu as certes un bagage, mais aujourd'hui, enfin ou à cette époque-là, tu avais pas le niveau pour, vraiment prétendre à ce poste-là? Hem, Comment tu arrives à développer du coup à la fois tes compétences, mais peut-être aussi, un œil? Est-ce que tu t'es entouré? Est-ce qu'il y a des gens que tu as contactés? Comment tu as mis un peu en place ton plan? Alors, ça a été au début, j'ai commencé par faire des petits projets perso, c'est-à-dire que j'avais une reel avec quelques créatures, et je me disais: «Bon, bah, ça va suffire pour devenir creature modeler», et en fait, bah, je voyais j'avais pas de retour, c'est-à-dire que j'avais même pas des réponses négatives, c'est je n'avais pas de réponse. Donc j'ai commencé à faire un peu des petits projets, de mon côté, donc souvent quand on commence, on a tendance à faire des créatures, des caricatures, des choses très complexes, et en fait, j'ai eu un ami qui lui aussi, en fait, voulait devenir creature modeler, qui s'appelle, Antoine Vernet-Caron, et ben, qui m'a dit: «Tu devrais commencer par faire une étude anatomique». Et c'est-à-dire qu'en fait, je commençais à faire des caricatures, je commençais à faire des créatures, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas ce bagage anatomique. Et du coup, je me suis dit: bah, je vais commencer tout simplement par faire une étude anatomique d'un lion. J'avais un squelette de lion et je me suis dit: bah, je vais faire un écorché de lion, pourquoi pas. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé. Et on va dire une erreur que j'ai pu faire au tout début, et que beaucoup de créatures, d'étudiants qui veulent devenir créatures modeleurs ont tendance à faire, c'est qu'on veut toujours commencer par faire des choses assez complexes sans apprendre les bases. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des choses, des concepts que nous-mêmes on a fait, sauf que ben, comme il y a l'anatomie et que c'est la partie fondatrice, on va dire, c'est comme quand tu commences à dessiner, tu commences pas par faire du dessin d'imagination, tu as besoin de faire du dessin d'observation. Ben, pour l'anatomie, c'est exactement pareil. Et en fait, tout simplement, ben, il m'avait dit: ben, pourquoi tu fais pas une étude anatomique? Et du coup, je me suis mis à faire ça. Et ben, mon caractère un peu d'acharné, quand j'ai une idée en tête, on va dire, je mets assez de temps pour faire les projets. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont rassurés par ça parce qu'ils pensent que je suis très rapide. Mais en fait, je suis assez lent comme personne. C'est-à-dire que je me considère pas comme rapide, mais par contre, je lâche pas le morceau. Tant que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, je continue. Et donc, j'ai passé, je crois, un mois et demi à faire cette étude anatomique et je l'ai postée sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai eu quelques retours et du coup, bah, j'ai continué à faire ça. Et après, ben, par rapport à mes retours et par rapport aux artistes aussi que j'observais, que je regardais, parce que ben, forcément, comme ça m'intéressait, j'allais beaucoup sur ArtStation, j'allais beaucoup sur les réseaux sociaux pour regarder un peu ce qui se faisait. Et ben, je m'en inspirais, et du coup, c'est ça un peu qui m'a poussé à continuer à faire mes études anatomiques. Donc, c'est parti, on va dire, au tout début, tout simplement, j'avais pas de boulot, et puis je suis resté, je crois, 5 mois à Londres, sans travailler. J'arrivais pas à trouver de boulot. On est arrivé pendant une période un peu creuse, et du coup, il fallait que je me motive. Et je me suis dit, bah, les projets perso, on va dire, ça m'a aidé à avoir cette espèce de structure pour développer, parce que j'avais pas de travail. Donc, du coup, je me disais, il faut absolument que je fasse des projets perso si je veux avoir un boulot. Parce qu'à un moment, j'ai les factures à payer. Donc, Mmh. et comme je voulais manger et arrêter de manger que des pâtes, bah, du coup, je me suis un peu poussé à continuer à faire des projets perso comme ça. Et puis pour le coup, là, à ce moment-là, tu avais le temps, donc certes, c'était pas une bonne situation pour toi, parce que tu aurais peut-être préféré bosser à ce moment-là, mais c'était aussi la meilleure occasion, qui pouvait se présenter pour rapidement, progresser et prendre du niveau, que C'est juste, ça. 2-3 heures, le soir où en réalité, tu progresses pas du tout à la même vitesse, quoi. Bah, c'est ça, surtout que tu es fatigué, et surtout je sais que l'année où j'étais à MPC, où je travaillais aussi, où je faisais aussi des projets perso le soir, en fait, parfois, je me mettais des deadlines qui étaient assez folles, où je bossais jusqu'à 2 heures du matin, comme quand j'étais étudiant, où je travaillais avant d'aller au boulot. Mais c'est vrai que du coup, mentalement, à un moment, j'ai pu un peu m'épuiser. Là où pendant cette période-là, même si c'était assez dur parce que je trouvais pas de boulot et du coup, c'était très difficile de rester motivé, j'avais mine de rien le temps, et du coup je m'imposais une structure 9h-18h à faire mes projets perso, et donc c'est vrai que j'avançais assez bien. Les structures, les études anatomiques, pardon, que tu faisais,
il a fallu que tu en fasses combien pour, un moment te dire: «Cette gamme-là, je la maîtrise»? Est-ce que c'est une question de nombre? Est-ce que c'est une question plutôt, d'espèces et d'animaux différents pour en fait, comprendre un peu, les patterns? Quand est-ce que tu es passé à l'étape suivante et ouais, est-ce que ma question Ben, est claire? ouais, mais c'est une très bonne question parce que je crois que j'ai fait 6 études anatomiques. Et en fait, j'ai la première étude anatomique que j'ai fait. D'un point de vue visuel, elle est jolie, elle est belle. Enfin, je pense que c'est des belles images. Mais d'un point de vue anatomique, elles sont complètement fausses. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'erreurs. Et en fait, elle a eu un énorme succès, à mon plus grand étonnement. Et du coup, je me suis dit, ah bah, super, je vais continuer de faire ça. Et en fait, j'en ai fait deux, trois sur le même format, en essayant de m'améliorer d'un point de vue visuel, mais pas vraiment d'un point de vue anatomique. Et, euh, et en fait, j'ai les deux, trois sont un peu améliorés, mais là où j'ai vraiment pris j'ai fait un énorme pas en avant, c'est quand j'ai travaillé, j'ai eu, grâce à mes études anatomiques, j'ai réussi à avoir un court contrat freelance avec Ziva Dynamics, donc qui est la boîte qui fait les simulations de muscles, qui est une boîte justement qui est réputée pour ça. Et en fait, quand j'ai travaillé avec eux, je me suis rendu compte que j'avais ce petit manque. La particularité de l'étude anatomique, et spécialement des muscles, c'est qu'on s'intéresse pas uniquement à ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les muscles sont attachés au squelette. Et quand on fait de la simulation, vu que c'est de la simulation, il faut que ça soit le plus réaliste possible et le plus proche de la réalité, vu que comme ça va être simulé derrière, bah, vu qu'aujourd'hui les logiciels sont très proches de la réalité, plus le modèle est proche de la réalité, plus la simulation va l'être. Et en fait, quand j'ai travaillé avec eux, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un gros manque, en fait, que je traitais tous les muscles de façon globale, mais individuellement, ils n'étaient pas correctement traités. Et c'est-à-dire, je te donne un exemple tout simple, tu voyais un muscle de l'extérieur qui était très joli, mais en fait, quand tu regardais, il était absolument pas attaché au squelette. Donc du coup, derrière, quand il fallait le simuler, ben, ça marchait tout simplement pas. Et en fait, ça a été ma quatre ou cinquième simulation où j'ai vraiment pris le temps. J'ai fait chaque nuit. Je crois que j'ai passé 6 mois dessus. J'ai même fait un breakdown complet que j'ai posté sur ArtStation parce que je me suis dit, quitte à passer autant de temps dessus, ben, autant que ça serve à quelqu'un. Et en fait, j'ai développé, c'est ça, j'ai fait tous les muscles séparés, attachés aux muscles un par un, où j'explique en fait leurs fonctions et où j'explique vraiment où ils sont attachés, comment ils sont attachés. Et c'est là vraiment, après ce modèle-là, que je me suis dit, ok, je pense que j'ai fait vraiment j'ai, mon anatomie, je la connais et en fait, je la connais suffisamment pour passer à du concept. Parce que j'ai déjà essayé plus tôt juste après avoir fini mes études, de faire une créature. Mais comme j'avais aucune connaissance en anatomie, ben, ça marchait pas vraiment. Et en fait, une fois que j'ai eu fait ces quelques études anatomiques où je me suis vraiment focalisé sur les muscles, sur l'anatomie pure et dure, que j'ai pu passer à du concept et que j'ai pu vraiment m'affranchir de toutes ces règles, entre guillemets, parce que du coup, je les connaissais. Mais c'est-à-dire que c'est très difficile quand tu fais une caricature. Je dis toujours à des étudiants, commencez pas par faire une caricature, parce qu'en fait, si vous connaissez pas l'anatomie, c'est très difficile de jouer avec l'anatomie et de la déformer si en fait vous comprenez pas ce que vous déformez. Et du coup, ben, il y a certains points qui sont essentiels à garder et certains points qu'on peut vraiment exagérer, sauf que si ben, ces points-là on les connaît pas, ben, du coup on se retrouve souvent avec quelque chose qui marche pas vraiment. Ouais, d'où ce focus sur la base où une fois que tu l'as, tu peux jouer avec, C'est et ce que tu ça, dis très bien là sur la caricature et c'est la même chose, j'en conclus pour le concept où en réalité tu as essayé de faire des créatures, mais tu déformais peut-être ou tu gardais pas les points essentiels pour les rendre crédibles, or là, tu savais sur quoi t'appuyer, et quel muscle ou quelle anatomie déformer, mais ça restait, crédible, c'est ça. en termes de posing, mais aussi en termes de mouvement derrière s'il y avait besoin de l'animer, quoi. Exactement. Et c'est surtout, en fait, je savais pas quoi bouger. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me disait, ben là, ça marche pas très bien. Et du coup, je venais peaufiner quelque chose, mais quand on sait pas vraiment quoi modifier, souvent, quand on commence en sculpte, quand on sait pas quoi bouger, on n'ose pas, en fait. On a peur de bouger le modèle et on a peur de casser ce qu'on a. Alors que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'y vais comme un sagouin, et je déforme tout. Et en fait, parfois, presque c'est mieux parce qu'il vaut mieux tout casser et recommencer parce que tu finis toujours avec quelque chose qui est plus raffiné, qui marche mieux. Alors que je sais qu'au début, quand je commençais, mes brushes dans cette brush, j'avais peut-être une intensité à 4 ou 5 alors qu'aujourd'hui, je les ai peut-être à 40 ou à 50. Donc, mon move tout, je me souviens, je bougeais un tout petit peu comme ça et j'avais peur. Et je me souviens, j'avais vu un pote au boulot qui lui, allait comme un sagouin, il bougeait dans tous les sens et ça marchait bien. Mais parce qu'il savait ce qu'il faisait. Moi, quand j'essayais, ça marchait pas, mais parce que forcément, je savais pas où j'allais.
En fait, c'est comme le dessin, c'est-à-dire que quelqu'un, quand il est libre quand il connaît toute son anatomie, il peut s'en affranchir et il peut faire des mouvements libres parce qu'il sait que ça va être guidé par toute cette connaissance. Mm, Mais mm. quand tu n'as pas cette connaissance, bah, du coup, tu es obligé d'être très précis et de faire très attention. Ouais. Je me souviens d'un prof d'anatomie comment on appelle ça, ce cours? En morpho, où on avait, tu sais, cette terre et qui arrive avec un coup de bâton et qui te taillait, en fait, les modèles et au début, je croyais que c'était un massacre, sauf qu'en réalité, c'est ce que tu disais. Et lui, il arrivait avec sa broche de 80, et il remodelait, et il donnait tout d'un coup une force et il restructurait ton modèle, alors que nous, on était juste à essayer de peaufiner et de mettre par-ci, par-là, alors que la forme globale et la dynamique n'allaient pas, tu vois, ni la structure. C'est ça. Ça me fait donc c'est cette broche de 80, mais dans la vraie vie, pour le Bah, petit c'est parallèle. exactement ça, vraiment. Souvent, tu le vois, plus les artistes sont avancés, plus ils vont avoir justement un trait marqué, parce qu'ils vont connaître justement, et du coup, ils peuvent simplifier tout en gardant l'essentiel. Et tu as ce travail de plan, comme tu dis, avec un couteau. C'est-à-dire il y a vraiment, là, récemment, j'ai fait par exemple une étude d'un portrait où j'allais avec la broche qui simule un couteau, et en fait, je me dis, il faut que j'ai le plus de surface plane possible, et pour avoir vraiment des angles très marqués. Et du coup, c'est vraiment ça qui te fait améliorer en tant que sculpteur. Je vois vraiment la différence entre les sculpteurs qui connaissent. Il y a des sculpteurs que je vois, je me dis comment ils font ça, ils ont 3 plans et ça marche parfaitement. Alors que moi j'en ai 40 et ça ressemble à rien, tu vois. Donc c'est vraiment c'est cette c'est cette simplicité qui est extrêmement dure à faire. C'est comme en dessin, c'est-à-dire qu'il y a des gens en 3 traits, c'est un chef-d'œuvre et toi t'en mets 200 et ça fonctionne pas. Le sculpte c'est exactement pareil. C'est simplifier les lignes de force, les formes primaires en fait, et les formes secondaires qui construisent ton modèle. Et les détails, limite on s'en fout des détails. Je dis souvent aux étudiants, vous occupez pas des détails, c'est secondaire. On va en revenir sur tes concepts, même si, je prends des notes et que j'ai bien envie qu'on développe, ça par la suite, mais peut-être plus quand on va rentrer dans ton workflow. Ouais. Quand tu t'es mis à du coup, vouloir faire des concepts et un peu te détacher du côté, théorique, Mhm. tu avais envie de quoi? C'était quoi ton kiff à ce moment-là? Quelle créature tu avais envie de faire? Alors quand j'ai commencé, je crois que j'avais fait une sorte de concept assez rapide où j'avais récupéré un concept sur internet et en fait c'était juste un mix entre 2 ou 3 créatures. Je crois que c'était ça s'appelle le gorillon sur mon Art Session et c'est en fait une tête de lion, des mains de gorille, des pattes de gazelle et en fait c'était juste, je me suis dit bon voilà c'est un espèce de morphing entre 3 animaux différents et je m'étais dit bah, pourquoi pas faire ce petit projet. À ce moment-là je bossais, j'étais en fin de contrat, j'avais pas beaucoup de boulot et du coup je pouvais faire des projets perso donc j'avais commencé à faire ça. Je m'étais dit bah, pourquoi pas commencer un peu à construire un peu parce que j'avais fait pendant ces 1 an où j'étais chez MPC, j'avais fait vraiment beaucoup de créatures, mais j'avais fait des chiens en fait. J'avais fait des chiens, j'avais bossé un peu, j'avais fait une chèvre à 2 têtes sur Clifford, mais c'était resté, on va dire, des animaux assez réalistes. C'est-à-dire que j'étais vraiment resté sur le réalisme. J'avais bossé pendant 1 an mon réalisme, mon anatomie, c'est bon, je la connaissais, donc du coup, je commençais vraiment à vouloir m'en affranchir. Et j'avais commencé à développer cette espèce de petite créature. Et en fait, quand je l'ai fait, je me suis dit, bah tiens, alors je sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, mais j'aime toujours donner un background à mes créatures et je pense qu'aujourd'hui, ça, je le développe vraiment. Et bah, j'ai commencé à... C'est-à-dire? Raconte. bah, c'est-à-dire, quand je fais un concept, c'est-à-dire que celle-là, par exemple, je l'ai fait sur un fond bleu, dans un type studio lighting, etc. Mais en fait, quand je voyais le résultat, je me dis, bah, c'est dommage parce que nous, en tant que créature modeleur, on passe 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 2 semaines, enfin peu importe le temps, à développer une créature pour au final le mettre dans un espèce de studio lighting complètement neutre et aseptisé. Et je trouvais ça en fait vachement dommage. Donc je l'avais fait ce projet-là parce que bah, je commençais un autre boulot et j'avais envie de le finir. Et parfois les projets perso, je me mets des deadlines en fait. Parce que comme le boulot, je me structure, sinon je les finis pas. Et en fait, pour les projets suivants, je me suis dit, bah, ça serait bien de développer voilà, de développer une histoire et en fait de le mettre dans un environnement. Et c'est là qu'en fait j'ai commencé, je me suis dit, bah, on va prendre cette créature, la développer, et une fois qu'on l'a, ben, imaginer l'environnement dans lequel elle évolue. Et je crois que la deuxième, c'était l'Éléforce, où c'était pareil, un mélange entre un éléphant, un rhinocéros, un cheval. Et je m'étais dit, ben, où est-ce qu'elle vit cette créature? Et bah, du coup, j'ai fait un espèce de Photoshop montage, où je l'ai mis dans le désert, j'ai fait une autre version, elle était un peu dans la forêt. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai continué comme ça dans les projets, ben, j'ai voulu un peu développer. Et je me suis dit, ben, si par exemple on est sur une planète où il y a ce genre de créatures, euh,
quel serait l'environnement. Et après, c'est pour ça que je suis venu avec cette idée par hasard de cette tortue avec ces espèces de lumière. Et je me suis dit, si on était dans une planète de nuit, où en fait toutes les créatures devaient s'auto-éclairer parce qu'il n'y a pas de source de lumière, et du coup, je suis venu comme ça un peu sur cette idée. Et en fait, au fur et à mesure des projets, des concepts, en fait, je suis venu nourrir ce concept et cette espèce de, comme j'essaie de créer, on va dire, une diégèse au fur et à mesure de mes projets. Je me dis que tous mes projets appartiennent au même univers et appartiennent à la même diégèse. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces créatures-là, tu développes, des particularités, mais qui ont une fonction par rapport à leur environnement, où tu racontes qu'elles doivent en fait s'éclairer et sur un fond blanc, soit on n'aurait pas compris pourquoi elle avait des espèces de stalactites, heu, soit, et du coup, on n'aurait pas eu la fonction. Là, de la mettre dans l'environnement, on comprend vraiment et ça prend tout son sens et en plus, c'est très joli, mais ça crée vraiment ce lien. C'est d'un point de vue esthétique et en fait c'est surtout ça m'aide d'un point de vue décisionnel. Je me dis que pourquoi cet environnement, pourquoi je vais choisir ce fond-là plutôt qu'un autre, pourquoi je vais choisir ça. Et en fait je me dis ok, j'ai cette idée-là, je vais faire en sorte que toutes les idées du concept aillent dans ce sens-là. Je me dis dans un concept il faut pas trop d'idées. J'ai toujours faut jamais trop donner d'idées en même temps parce qu'en fait sinon tu as tendance à perdre les gens et tu te perds toi-même. Et du coup, je me dis, je prends une idée, je prends un fil conducteur, et toutes mes décisions artistiques et techniques vont aller vers ce fil conducteur. Et donc ça, c'est d'un point de vue artistique, et aussi, on va dire, d'un point de vue technique, j'essaye, au fur et à mesure de mes projets, euh, je m'impose assez naturellement à des challenges. C'est-à-dire que je vais à chaque fois tenter quelque chose de nouveau. Par exemple, sur certains concepts, je vais faire quelque chose de très rapide, très simple, où il n'y a pas vraiment de détails. Et sur certaines créatures, je vais faire des workflows qui sont beaucoup plus lourds, où je vais utiliser plusieurs logiciels. Je vais essayer vraiment d'avoir énormément de détails. Et voilà. Et bon, par exemple, parfois, je me dis, là, par exemple, sur ma dernière créature, je me suis imposé de faire tout à la main. C'est-à-dire que toutes les écailles, je les ai sculptées à la main. Là où sur d'autres créatures, j'utilise des alphas, par exemple, ou j'utilise des maps comme Texturing XYZ, qui permettent d'avoir des écailles, des peaux extrêmement réalistes. Mais on va dire ça, c'est d'un point de vue assez technique. Il y a certains projets où je me dis, je vais être purement artistique et je vais vraiment tout faire à la main. Ouais. Et c'est notamment pour ça que, par exemple, je peins toutes mes textures, je les fais à la main. Je n'utilise pas de projection d'écailles réalistes, je fais tout à la main. Et en fait, j'essaye vraiment, au fur et à mesure de mes projets, de me dire, dans les années 80, quand ils faisaient, par exemple, je sais pas, un T-Rex pour Jurassic Park, ils n'avaient pas de logiciel 3D, donc en fait, ils avaient leur grand modèle, et un peu comme des gens qui ont vraiment que ça à faire, c'est-à-dire qu'ils passaient des heures comme ça à peindre petites écailles une par une, et du coup, en fait, je trouve ça ultra reposant. Et du coup, c'est ce que je fais sur mes projets, avec à chaque fois donc ce fil conducteur, avec à chaque fois une nouvelle contrainte technique, et aussi parce que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre à chaque fois de nouvelles choses, j'ai envie de développer mes connaissances. Donc c'est pour ça aussi que je m'impose des contraintes techniques, pour me dire, tiens, ça j'ai pas encore eu l'occasion de le faire dans un studio, donc je vais le faire sur mon projet perso, comme ça si je me trompe, ben, euh, je, ça va. Alors que si tu te trompes quand tu es au studio, c'est un peu chiant, quoi. Ce côté, tu fais tout à la main, on est d'accord que c'est juste pour les projets, perso? Ou, tu t'es donné ce focus? Ou tu te le donnes Alors, aussi pour les projets pro? alors pour les projets pro, je le fais, mais alors au début je l'ai fait, mais ça me cause du tort parce que la différence entre les projets perso et les projets pro, c'est que les projets perso, c'est moi qui suis le directeur artistique. Sur les projets pro, je suis juste un contracteur et je suis juste là pour faire ce qu'on me demande. Et comme dans les projets pro, on te demande énormément de retours, tout faire à la main, ça te donne une certaine spontanéité, mais ça t'enlève beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire que par exemple, quand je peins une peau à la main, je suis à 100% dedans et presque si jamais je me trompe, il faut que je recommence à zéro. Ça m'oblige à être à fond, à vraiment à m'engager à fond dans ce que je fais. Mais par contre, s'il faut que je recommence en production, tu peux pas te permettre de recommencer 40 fois la même map. Donc en production, non, on va dire que je vais être un peu plus flexible. Mais le problème de la flexibilité, c'est que ça t'impose de mettre en place des workflows qui sont très lourds, qui sont très complexes. Et en fait, quand je fais des projets perso, j'ai juste envie de m'amuser, j'ai juste envie de me faire kiffer, à faire des créatures, à faire des trucs qui sont visuellement beaux. Donc, je m'impose absolument aucune contrainte. J'ai des challenges, je me dis, tiens, je vais essayer ça.
Mais si à un moment je me dis, bah non, ça je veux le faire à la main, ça je veux pas le faire proprement, bah je le fais comme ça. Voilà. Tu aurais un exemple de challenge où tu as vachement appris et tu t'es dit, «Je serais passé à côté si je l'avais pas fait»? Bah, c'est sur ma créature Cléapa justement où j'avais fait, j'étais ressorti donc j'avais fait cette créature donc les forces et pour ça j'avais utilisé un workflow qui était extrêmement lourd que je maîtrisais pas en fait et j'ai passé je crois 4 mois et le résultat je l'aimais pas et j'ai passé c'est ça 4 mois je suis ressorti extrêmement frustré je galérais je m'empatouillais et en fait je n'aimais absolument pas ce que je faisais et je trouvais que d'un point de vue artistique ça marchait pas du tout. Et après, je suis arrivé, je me suis dit, ok, maintenant j'ai envie d'un projet assez rapide, donc je vais faire juste un buste. Et je vais le faire à la main, je vais le faire sans me prendre la tête, je vais le faire sans, en peignant, etc. Et donc j'ai fait cette espèce de tortue avec ce chapeau. Et je crois que j'ai mis une semaine et demie. Et je crois que c'est l'un de mes projets qui a marché le mieux. Parce que justement, en fait, je me suis dit, après avoir fait justement tous ces trucs lourds, où je me dis, il faut un workflow. En fait, je me disais, il faut absolument avoir un workflow qui est lourd pour que le résultat soit bien. Et en fait, je suis ressorti tellement frustré que je me suis presque dit, ne mets aucun détail. Et en fait, je pense que c'est ça qui a fait que j'étais extrêmement libre, que je n'avais pas de contraintes, que j'étais vraiment, c'était du one shot presque. Et du coup, bah, j'avais cette frustration à sortir. Et du coup, bah, j'ai vraiment, c'est sur ce projet-là que, depuis ce projet-là, que mes projets perso, je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus rapide et je prends beaucoup plus de plaisir. C'est sûr que cette image-là, je pense que tout le monde la connaît, enfin, cette tortue, comment tu l'appelles? C'est pas vraiment une tortue. Clapa, elle s'appelle. Non, mais c'est un mix entre une tortue et? Alors il y a eu alors Galapagos. Alors le chapeau, c'était des espèces de trucs visqueux qui ont des espèces d'écailles. C'est un peu des cloportes. OK. Un cloporte et une tortue, tout Bah, simplement. j'aime bien, tout simplement. Faites pareil, tout simplement, on verra si c'est aussi bien. Moi, perso, je fais pas aussi bien, hein. Les deux animaux random, mixez-les ensemble et vous allez voir, souvent ça marche. Ouais. Et est-ce que tu as des challenges futurs? Tu as déjà des idées pour, tes prochains projets perso de choses que tu as envie de tester, de nouveau peut-être pour te faire plaisir, Alors là récemment, donc j'ai encore fait une autre tortue et j'ai passé beaucoup de temps parce que j'avais beaucoup de travail entre temps, j'avais beaucoup d'entraînement personnel autre que la 3D. En plus, je suis arrivé en fait, là récemment, je suis arrivé en Australie, donc du coup, je fais un peu moins de projets perso. Donc du coup, je l'ai choisi un peu plus. Je prends des choses, on va dire, qui sont un peu plus rapides. Mais là, récemment, je sais pas, à un moment, j'ai eu envie de refaire un portrait. Je sais pas encore à l'heure actuelle ce que je voudrais faire, mais je pense que le prochain projet que je vais faire, ça va être quelque chose où vraiment je reviens à l'essence des sculptures. C'est comme par exemple là très récemment, j'ai fait des espèces de speed sculpt où pareil, en fait, je m'impose juste 2 heures sur un thème donné et en 2 heures, ben, je vois ce que je peux sortir. Et ben, ça, c'est extrêmement formateur et je trouve que c'est justement dans un métier où on a tendance à avoir des workflows qui sont très lourds, où c'est toujours l'attention au détail. Ben, s'affranchir de tout ça et juste faire 2 heures et voir ce que tu peux faire en 2 heures, ben, je trouve que c'est super agréable. Et je pense que ça va être quelque chose comme ça. Je suis pas encore décidé. C'est pour ça que j'ai rien commencé encore. Mais il y a ça, puis j'aimerais bien aussi, bah, pareil, toujours des créatures, peut-être avec... je sais pas encore pour l'instant. Je suis indécis. mais ce qui est pas mal parce que tu te donnes aussi, c'est une opportunité par rapport à toi, ton timing dans lequel tu es. Donc, tu pas ta liste avec tes, 10 challenges, futurs, par Non. rapport au moment et justement pour compenser par rapport à des projets que tu fais peut-être la journée, tu te Mm. laisses l'opportunité de te dire: «Bon, bah, ce truc-là, ce sera plutôt un kiff», alors que, C'est ça. 1 an plus tard, ça ne le sera plus. Et surtout, pour les projets, en général, l'inspiration, elle peut vraiment venir de n'importe où. C'est-à-dire que je me, je ne me contrains aucunement. C'est-à-dire que parfois, ça va juste être, je vais voir une référence. Pour Cléapa, par exemple, j'ai juste vu la photo d'une tortue et je me suis dit, ça serait super en concept, un espèce de vieux sage, une espèce de vieux pêcheur. Et c'est parti de là. Parfois, ça va être une idée que j'avais prédéfinie. Parfois, ça peut vraiment, ça vient de n'importe où. Et à ce niveau-là, on va dire, je ne me bloque pas et je ne m'impose aucun workflow à l'avance. Par exemple, je vais pas me dire, tiens, je vais faire un workflow extrêmement compliqué. Quelle créature je pourrais faire? Je vais plutôt me dire, ah tiens, j'ai envie de faire cette créature-là. Pour celle-là, on a besoin d'un workflow qui est assez simple. Tiens, si j'ai envie de faire cette créature-là, peut-être que faire un workflow un peu plus compliqué, ça marcherait mieux.
par exemple, quand j'ai fait le Dromignon, qui est l'espèce de lézard dragon dans le lac, au début, je voulais faire juste un concept comme Cléapa. Et en fait, j'ai voulu à un moment faire des écailles de crocodile. Et en fait, je me suis dit, plutôt que de les faire à la main, est-ce que je testerais pas de faire de la projection dans Mari, d'utiliser les maps de texturing qui soient ici. Et en fait, le workflow beaucoup plus concept que j'avais pu faire sur les Force, qui n'avait absolument pas marché, là, il est venu beaucoup plus naturellement. Et du coup, il a beaucoup mieux marché parce qu'en fait, déjà, je l'avais déjà fait une première fois. Donc, du coup, je maîtrisais un peu mieux. Et surtout, il était dirigé. C'est-à-dire qu'il était vraiment, je savais où j'allais et je savais pourquoi je m'en servais. Là où pour les l'effort, je m'étais juste dit, je veux faire un workflow difficile, mais de quelque chose dont je ne comprenais pas vraiment l'utilité. Donc du coup, c'est plus difficile de s'en servir. Et, et ce que j'en ai retiré de ça, c'est ça, c'est pas parce que le workflow est compliqué que ça marche. Et le compliqué, c'est pas toujours la solution. Souvent, le plus simple, ce qui fait kiffer, en fait, c'est le mieux, dans tous les cas. Et que ça doit s'adapter aussi à ce que tu veux créer, où là, tu étais prêt à complexifier ton workflow, mais ça avait un sens par rapport aux détails que tu voulais les donner et au sculpte que tu voulais faire de ces écailles-là, quoi. Exactement, exactement. Là où, par exemple, c'est comme si je voulais utiliser des textures de peau quand j'ai fait là mon portrait avec toutes les faces facettées. Là, faire des détails de peau, ça n'aurait strictement servi à rien parce qu'en fait, c'est pas le propos du concept. C'est Donc, clair. c'est vraiment, faut que ça serve le propos, faut que ça serve l'idée originale. Si tu rentres un petit peu dans le détail, ce serait quoi un workflow le plus simple possible et le plus complexe Alors, en opposition? le workflow le plus simple, alors moi, j'ai tendance à tout faire, je fais toute ma cuisine dans ZBrush. Vraiment, donc je pars souvent d'un concept d'une sphère, donc je fais mon idée, je fais tout mon sculpte, je fais tout mon texturing dans ZBrush, donc c'est-à-dire que je vais peindre la color à la main. Ensuite, pareil pour la map de roughness, et juste j'importe dans Maya et je fais mon environnement. Alors ça peut être un environnement simple ou complexe, parfois ça va juste être un background, mais même pareil pour ça, souvent ce que je fais pour les backgrounds, c'est je l'ai directement dans Maya. C'est-à-dire que je mets une image plain et en fait je le colle à l'arrière. Parce que moi je suis partisan de l'image rendue la plus propre possible. Je fais très peu de choses en compo. Je fais tout dans Maya. Je mixe tout ensemble et en fait je trouve que c'est plus simple. T'as moins d'étapes. J'ai pas besoin du compo pour me dire pour savoir à quoi ça va ressembler. Mmh mh. Donc ça serait vraiment le plus simple possible. Ça va être dans ZBrush, souvent pas beaucoup de polygones. Parfois ça va être un Z-remesher très simple. Donc je passe pas beaucoup de temps là-dessus. Les UV, souvent je fais un seul dim. Donc une seule map de 8K, comme ça t'as pas 40 maps à exporter à chaque fois. T'as qu'une map pour la roughness, une map pour la diffuse. Et c'est parti, t'as ta display, et voilà, et je fais mes sculpts, etc. Et mon texturing, mon look dev. Donc ça, on va dire, ça va être pour les projets un peu plus simples. Pour Clapa, c'est ce que j'ai fait. Ce qui te permet des allers-retours du coup, excuse-moi je te coupe, plus rapides entre, Maya et ZBrush avec ces C'est ça. exports et ce workflow qui est, ultra simple, où tu as Ouais, c'est pas à ça. attendre et c'est instantané, quoi. Enfin, souvent sur une session, c'est ça, sur une session de 2 heures où je vais faire ma texture, je peux la peindre pendant un quart d'heure, ça met 1 minute à exporter, je la teste en direct sur mon rendu, je reviens, je fais énormément d'allers-retours. Souvent, c'est ça, je fais 15 versions de la même map, et comme ça, je teste petit à petit plutôt que de passer 5 heures à faire un détail, et en fait, tu l'importes et tu te dis, ah merde, ça marche pas. Et du coup, tu dis, ok, bon voilà, j'ai perdu la soirée pour rien. Mais je fais énormément d'allers-retours, et en fait, je trouve que le fait d'avoir peu de team, le fait d'avoir un workflow qui est très simple, et que maintenant je maîtrise bien, c'est ça, ça me permet d'être vraiment ultra efficace et même si je me trompe, de pouvoir, les allers-retours sont tellement faciles que du coup je perds pas beaucoup de temps. Et comme ça, je peux me permettre d'essayer des choses. Là où par exemple, si jamais je vais prendre un workflow qui est beaucoup plus complexe, où j'ai mon modèle avec la topo, je l'importe dans Mari, j'ai 15 dim, je projette tout avec des textures, donc la projection, tu passes 3 jours, t'exportes, tu l'importes dans ZBrush, tu projettes tout dans ZBrush. Là, déjà, rien que pour faire un export, etc., ça te prend 2 heures. Donc, du coup, tu peux pas faire beaucoup d'allers-retours. Mais comme tu as beaucoup plus de dim, etc., du coup, tu as beaucoup plus de détails. Et pour ça, souvent, ça va être, j'utilise Mari, je projette tout dans Mari, j'importe dans ZBrush. Soit je garde les maps de Mari sur un layer que je désactive après. Donc du coup, en fait, je ne perds pas la résolution parce que cette brush est limitée par le nombre de polygones et non par le nombre de maps. Donc si par Mmh exemple tu as mh. 22 dim mais que tu n'as que 10 millions de polygones, tu seras
autant avoir un seul UDIM parce que t'es limité à ta résolution. Mais du coup, ça veut dire que si par exemple tu améliores ton sculpte et qu'en fait ton détail que tu as approché dans Mari, il faut que tu le changes, il faut que tu reviennes le changer dans Mari, que tu le réimportes dans ZBrush. Enfin, voilà. Donc c'est les allers-retours entre les logiciels qui sont beaucoup plus lourds. Et après, par exemple, pour le look dev, alors parfois ça dépend, quand je sais pas trop où je vais utiliser Substance aussi parce que tu as toutes les maps qui sont créées ensemble, et ça j'avoue que c'est quand même assez pratique, parce que le problème de ZBrush, c'est que si par exemple je fais ma map de texture, puis je vais faire ma map de roughness, il faut que je duplique mon mesh. Mais si je modifie mon mesh, il faut que je le reduplique et que je réimporte la map que j'ai fait. Donc parfois c'est un peu lent aussi. Là où par exemple Substance, tu crées ta map de texture et de roughness et de specular et de normal. Tu crées tout en même temps, donc du coup c'est assez pratique. Mais souvent ce que je fais en fait, je commence par ZBrush et puis après j'importe dans Substance. En fait, je m'impose vraiment, je me dis pas tiens aujourd'hui je vais faire tout dans ZBrush. Parfois je me dis tiens juste pour ce petit détail là j'ai envie d'utiliser Substance et du coup j'utilise et je fais un peu des allers-retours, je fais un peu ma compote un peu comme je veux. C'est le fait là, de ce que je comprends, c'est le fait d'avoir vachement essayé, sur des projets, Mari ou Substance où aujourd'hui tu sais, ce que ça va pouvoir t'apporter, de basculer ou d'opter pour un tel ou un tel workflow. Ouais, Hem, absolument. C'est-à-dire mais que il y je a pas me une règle universelle, c'est plus toi par rapport à ton expérience où tu sais que ce truc-là, ce sera plus simple ou plus évident de le faire, dans Substance et ça te fait aussi un peu kiffer c'est de le ça. faire. Clairement, je dirais pour de l'organique, j'arrive pas à peindre dans Substance. Je n'arrive pas à utiliser les brushes de Substance. Je ne comprends pas ce logiciel à ce niveau-là. Mais clairement, par exemple, pour des choses d'art surface, si c'est un peu de l'environnement, ça va être beaucoup plus efficace. Mais je pense que tu l'as très bien résumé. Je me dis pas, je dis juste, en dépendant de ce que je dois faire, je sais quel logiciel est le plus adapté. Et parfois, je vais utiliser Substance, et parfois, je vais pas utiliser, parfois, je vais utiliser Mari, parfois, je vais pas m'en servir. Mais chaque logiciel a ses avantages et ses inconvénients. Et dans tous les cas, moi, je suis partisan de dire, on s'en fout du logiciel. Le but, c'est d'arriver à faire quelque chose. Et à partir du moment où tu y arrives, même si tu utilises Blender ou Mudbox, on s'en fout. À partir du moment où tu arrives à ce que tu as envie de faire, c'est le principal. Donc, le logiciel, on va dire, c'est qu'un outil, vraiment. Ouais, et qui est au service, d'un modèle que tu veux créer et d'une direction artistique, d'un concept que tu veux, développer. Donc soit il est très technique et tu es dans une reproduction d'une créature, où tu parlais des chiens tout à l'heure, soit, sur un concept où là, tu vas peut-être privilégier en effet les allers-retours pour, à chaque fois avoir plusieurs itérations, des tests, et être sûr que, l'idée que tu avais en tête, elle se manifeste bien, sur l'écran, mais pour ça, va faire plusieurs allers-retours et C'est pas ça. perdre ta soirée à chaque fois que tu exportes une map, quoi. C'est exactement ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des frustrations sur ZBrush? Parce que ça a quand même l'air d'être ta cuisine comme tu le disais. Est-ce qu'il y a des trucs, Tellement. Ce logiciel, vraiment, je comprends pas comment il existe encore. Je comprends pas comment ce logiciel est la norme, parce qu'en fait, il est très efficace, mais l'interface date des années 80, et en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont mis un point d'honneur à ne pas l'améliorer. Et je sais pas, il y a tellement de choses. Tu peux pas importer de caméra pour exporter les objets, c'est une horreur. Ça renomme les projets, les objets comme il veut, ça respecte pas, ça change les point order. C'est une catastrophe ce logiciel vraiment. Et en fait, t'apprends à t'en servir, mais au début, j'ai fait tellement d'erreurs, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles les étudiants ont un peu peur de ce logiciel, c'est que quand tu le connais pas, t'as 1000 façons de faire des erreurs, mais toutes basiques, mais qui te ruinent un projet. Par exemple, tu dis, je vais inverser le modèle. Tu te dis, il va juste prendre le modèle et faire un miroir. Non, non, il va te changer tous les points, il va te mettre les normales à l'envers. Enfin, il te massacre un truc. C'est très facile de massacrer un projet si tu ne sais pas ce que tu fais dans ZBrush. j'interromps l'épisode 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous lâcher un like ou une note sur ta plateforme préférée. Tu connais la chanson, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à un maximum de personnes. Allez, on reprend. Donc Donc il y a oui, un peu le kit de survie à connaître, pour, éviter toutes les erreurs, mais qui sont basiques, mais au final qu'on va tous faire au moins une fois tellement, ça fait partie d'un travail quotidien en fait dans c'est ça. ZBrush Et malheureusement. je pense que c'est juste une question d'expérience. Et je vais donner un exemple qui est très simple qu'on avait vu avec des potes quand on était à NPC, qui nous avait halluciné. C'est que tous les ans, il y a ZBrush qui organise le ZBrush Summit, où en gros, ils invitent des sculpteurs pour présenter des projets. Donc ça peut être des boîtes, même souvent c'est des boîtes, parfois c'est des individus.
Et en fait, à un moment, je sais pas, il y a quelqu'un qui importe un objet, et en fait, d'un coup, la sensibilité de la tablette ne marche plus. Et en fait, impossible de trouver. Alors, c'est quand même les mecs qui ont inventé ZBrush, qui ont inventé le logiciel. Et le gars a passé la dernière demi-heure de la présentation à tout faire à la souris, alors qu'en fait, c'est juste un bug quand tu importes un objet dans ZBrush. Très souvent, tu perds la sensibilité, et du coup, il suffit juste de faire un Alt-Tab pour sortir de ZBrush et revenir, et ça refonctionne. Et en fait, c'est le truc le plus débile que tu veux, mais moi, je sais qu'au début, quand ça m'arrivait, ben, je fermais ZBrush et je réouvrais. Voilà, et du coup, tu perds 10 minutes parce que ZBrush, ça sauvegarde aucune interface, ça sauvegarde aucun raccourci, donc tu es obligé de tout recommencer. Donc voilà, donc c'est le genre de petites choses, mais quand tu connais pas, en fait, ça te rend fou. Voilà, et ça, j'en ai plein comme ça à raconter. Un jour, j'ouvrirai un blog où je mettrai toutes les conneries de ZBrush. Ouais, et le kit de survie pour que les gens perdent un peu moins de temps, C'est ça. Mais surtout après, les tout débuts. aujourd'hui, il y a quand même une communauté qui est quand même grandissante, et on arrive à trouver à peu près facilement tous les problèmes, toutes solutions à des problèmes. Cool. Bah, en tout cas, je pense que le message d'amour est passé à ZBrush, tout le monde a compris. J'adore ce logiciel, hein. Franchement, pour rien au monde, je me passerai sur notre logiciel, mais je sais pas pourquoi. Non, mais je pense que comme beaucoup de soft vieillissant, tu ce côté, tu veux toujours l'améliorer, mais je pense que c'est en effet assez lourd de toucher au noyau et de revenir sur des bugs qui sont ultra anciens, à moins de tout péter et tout recommencer, mais Mais c'est quand même le seul logiciel qui n'est pas intégrable dans un pipeline à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le seul logiciel quand, moi, en tant que sculpteur, je suis tout le temps hors pipeline. Parce qu'en fait, il n'est pas intégrable dans un, ça ne, il est fait de façon différente par rapport à à tous les autres logiciels. qu'est-ce qui est encore le plus dur pour toi après toutes ces années, d'expérience? Quand tu sculptes? C'est vraiment toujours avoir les bonnes formes, avoir les shapes. Encore une fois, par exemple, ben, on parlait des chiens tout à l'heure. Il y a 3 ans, j'ai passé 6 mois à faire des chiens. Et là, récemment, j'ai dû faire pour un projet perso, je me suis dit, je vais faire un chien. Et je me retrouve encore à faire les mêmes erreurs et à galérer sur les mêmes points. Et en fait, c'est l'anatomie en général, avoir les bonnes formes. Je pense que ça, c'est le travail d'une vie. Je pense que je voulais vraiment choper la bonne silhouette, avoir la bonne forme, avoir les bonnes proportions, un modèle qui fonctionne, qui est fluide. On voit souvent, quand il y a des très bons sculpteurs, il y en a quelques-uns en 3D, et en fait, quand on voit leurs modèles, ils sont tellement bien qu'ils ont l'air simples. Alors que tu as certains, justement, et c'est une complexité telle que le modèle en devient, il est fluide en fait. Tout est fluide, tout fonctionne ensemble, tout est logique. Et tu dis, bah oui, forcément, cette ride suit cette ligne, etc. Et en fait, et c'est ça que je trouve très difficile. Ouais, Bon, de tomber dans cette espèce d'évidence où, ouais, où ça paraît pur, c'est et ça. les détails, au final, c'est des fois juste un espèce de couche ou de cache-misère, alors que, s'il y a l'essentiel qui est là et que ta forme globale fonctionne, le détail, c'est cerise on the cake, mais C'est ça. Mais rien de plus, quoi. et c'est surtout, bah, par exemple, les détails. Une des raisons aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles j'étais passé aussi quand j'étais passé sur Cléapa, c'est parce que, justement, sur mon projet précédent, j'avais fait justement tous ces détails. Et en fait, comme c'était un workflow qui était extrêmement lourd et que je maîtrisais pas, j'arrivais pas à mettre mes détails, j'arrivais pas à les intégrer organiquement les uns avec les autres. Et en fait, j'étais vraiment bloqué par la technique. Là où sur Cléapa, ben, je m'étais dit, je vais utiliser des alphas, et j'avais vraiment essayé d'avoir tous ces détails et de les intégrer et d'avoir ce qu'on appelle vraiment ce bordel organisé, en fait, pour dire ça. C'est-à-dire que c'est toutes les rides, toutes les écailles, etc. En fait, elles sont extrêmement connectées et régulières. Enfin, elles sont vraiment connectées et logiquement entre elles, mais elles ne sont pas régulières. C'est-à-dire que ça va pas vraiment être un truc cadré, mais ça va suivre vraiment des courbes avec des lignes de force. Et tout ça, c'est extrêmement dur. Et je trouve que ça, c'est encore quelque chose sur lequel je galère pas mal aujourd'hui. Et donc, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure de mes projets, évidemment. Mais c'est quelque chose, c'est ça, c'est de trouver, en fait, d'arriver à comprendre ces lignes de force, comme quand tu fais un personnage avec les rides, et en fait, d'avoir ce flow de rides, d'avoir cette variation, avoir c'est ça, c'est ce rythme, en fait. C'est vraiment trouver le rythme des détails et le rythme des formes. C'est avoir une grande forme, une moyenne forme et une petite forme, et faire en sorte qu'elles se connectent naturellement les unes avec les autres. Et pas avoir trois formes qui sont certes différentes, mais qui sont pas vraiment reliées organiquement entre elles.
Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que tout est interdépendant. Et du coup, tant que tu le maîtrises pas, c'est assez difficile à poser. Tu as une théorie là-dessus sur, les hiérarchies des formes? Est-ce que ça a été théorisé ou en fait c'est juste d'un point de vue esthétique aujourd'hui, tu sais que c'est ça qui fonctionne le plus? Si Alors, quelqu'un devait demain essayer de trouver, tu vois, des sources, et de s'y intéresser pour, avoir peut-être une base, je sais pas, qui est formalisée, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui existe? Est-ce que ça a un nom? ouais, par exemple, ça peut être par exemple pour les plis, tu peux l'apparenter aux plis des vêtements. Par exemple, quand tu veux faire un personnage qui est ridé, au début, tu vas avoir tendance à faire des rides partout. Mais par exemple, si tu as un vêtement qui a des plis, il va pas avoir des plis partout. C'est-à-dire qu'il va avoir des points de tension. Par exemple, les pommettes, ça va être tendance à être moins ridé. Tu vas avoir tendance à avoir des rides aux endroits où ça bouge beaucoup. Et on en revient en fait à ce que je disais au début, en fait, à connaître son anatomie, parce que quand tu sais que par exemple un humain, il va avoir tendance à avoir des rides au niveau des yeux, au niveau du front, au niveau du nez, de la commissure des lèvres, parce que c'est des choses qui bougent énormément. Et du coup, tu peux avoir, donc tu sais, donc et ça doit suivre aussi. Si par exemple quand je souris, la ride va suivre la ligne entre mon nez et la commissure de ma lèvre. Et en fait, tout va se connecter entre eux. Et pour les créatures, c'est exactement pareil. Et pour les animaux, c'est exactement pareil. Et pour les écailles, en général, tu vas avoir des petites écailles aux endroits où tu as besoin de beaucoup de mobilité. Tu vas pas avoir d'écailles, des plus grosses écailles à des endroits enfin, dépendant des surfaces. Et en fait, tout ça va se connecter. Et ça suit à peu près le même principe. Et après, d'un point de vue esthétique, tu as toujours cette chose, les concept artistes s'en servent beaucoup. Par exemple, si tu dois dessiner 3 arbres, si tu fais 3 arbres qui sont de la même taille côte à côte, c'est ennuyant. Alors que si tu fais un grand arbre, un petit arbre dans le fond et un arbre moyen, et que tu les mets au bon endroit, du coup, tu as quelque chose qui est vachement plus dynamique et naturel. Donc, il y a bien évidemment une part d'esthétique. Mais en fait, naturellement, dans la nature, cette part d'esthétisme existe déjà. Et c'est ce qui fait en fait que on le trouve esthétique, c'est parce que naturellement, ça existe. Et c'est ce qui fait que on a envie de le reproduire et que du coup, ça paraît si naturel et si beau à notre œil. C'est parce qu'on s'y retrouve là-dedans. Pour t'améliorer là-dessus, tu disais que toi, tu pratiquais énormément et que tu mettais à chaque fois un focus là-dessus parce que pour toi, c'est un peu l'essentiel et si c'est pas en place, ça a pas trop de sens ou en tout cas le modèle il sera pas beau et terminé. Est-ce qu'il y a d'autres manières de s'améliorer là-dessus en faisant des études? Est-ce que tu prends des fois des photos? Est-ce que tu observes vachement autour de toi en te le disant: «Ah mais ce truc-là, ça y est, je viens de capter», est-ce qu'il y a d'autres manières que juste, tu vois, être devant l'ordi, dans ZBrush pour s'améliorer, Oh, sur ce point-là? bien sûr, je pense qu'il y a tout médium est bon, c'est-à-dire que pareil, si tu dessines, si tu prends des photos, en fait, si tu observes, l'avantage de faire des études, c'est que si par exemple demain je te montre une vidéo de quelqu'un qui explique comment faire des écailles, tu vas dire ok, c'est très bien. Mais si tu regardes cette vidéo, après, tu essayes de le faire chez toi, tu vas dire mince, comment il a fait? Et en fait, tu Mmh vas mh. regarder la vidéo et de suite, tu vas savoir quoi chercher. En fait, ce qui est toujours difficile, c'est pour apprendre, il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu veux apprendre, enfin, quelle est l'information que tu vas chercher. Et en fait, pour moi, c'est un constant aller-retour entre faire des études pour apprendre et en fait regarder des références, aller dessiner, prendre des photos, c'est ça au quotidien. Et en fait, du coup, je dis ah tiens, ça en fait ça fonctionne comme ça. Et en fait, le fait d'avoir essayé de le faire va mettre ton esprit avoir une prédisposition à chercher la réponse à ce que à la question que tu te posais. Donc, mais toutes les manières sont bonnes pour apprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de. C'est ça qui est beau dans ce métier, je trouve, c'est qu'il n'y a pas une seule route. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui viennent. Moi, par exemple, je viens d'Apa. L'ESMA, ça nous apprend quand même un parcours, on va dire, qui est assez technique et assez formaté entre guillemets. C'est-à-dire on a quand même une structure et on sait quand même où on va. Mais je sais que j'ai déjà bossé avec des artistes qui connaissaient rien du tout à Workflow, qui savaient pas exporter des maps et pourtant, comme ils étaient des très bons artistes, du coup, ils s'en sortaient quand même parce qu'en fait, une fois que tu arrives à dépasser la technique, du coup, c'est juste le côté artistique qui prédomine. Et ça, il y a mille manières de le développer. Et toi, tu le mettrais aujourd'hui où ce curseur entre ta technique et ton côté artistique? Alors sur mes projets perso aujourd'hui, je pense que j'arrive, c'est assez équilibré. C'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un,
Ça serait me mentir à moi-même de dire que je suis pas quelqu'un de technique. Je pense que je suis quelqu'un quand même qui est très technique. Et souvent, la technique, étonnamment, je me sers de la technique pour m'affranchir de la technique. C'est-à-dire que je me sers de la technique comme une structure assez solide, pour derrière en fait me permettre d'être très libre d'un point de vue artistique. Mais comme il y a le côté, technique qui est là, ben, je sais que ça m'aide ça tient le tout ensemble. Mmh. Ça te Mais je- donne plus de liberté, en fait, de ce c'est que je ça. comprends. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez technique, mine de rien. Je m'en affranchis petit à petit. Mais même pour mes projets perso, je suis assez structuré. Je suis pas du genre à mettre tous mes projets sur mon sur mon bureau dans tous les sens. Je garde tout propre parce qu'en fait, ben, ça m'aide. J'ai pas à réfléchir en fait. Je peux me focaliser sur la partie artistique parce que je sais que d'un point de vue technique, tout roule, c'est toujours la même chose et du coup, ben, ça me prend. J'ai pas à réfléchir à ça. Ouais Et ça devient et un autre. donc le focus, ouais, tu le mets sur l'artistique et sur ton projet. Exactement. Question technique d'ailleurs, c'était lié à l'anatomie. Quand tu as des problèmes d'anatomie comme de l'élé-force, ça te Mhm. parle? À mon avis, moi ça me parle pas, mais toi ça a l'air de te parler. Comment tu les résous? Bah alors souvent, ça va être, les références, c'est vraiment le point clé, ça va être les références. Alors ça dépend de quel problème la personne fait référence, mais si c'est par exemple bah, pour l'éléphant, c'est ça, j'avais une tête d'éléphant avec un corps de cheval mixé à un rhinocéros, et en fait, bah, pour tout mixer ensemble, bah, je vais prendre l'anatomie de ces animaux-là, je vais prendre des références et je vais me dire bah, à quel endroit est-ce que je peux faire le lien en fait entre les animaux et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et après, bah, c'est faire des essais. Et au fur et à mesure que tu as de l'expérience, bah, c'est des choses qui viennent naturellement. Et je pense qu'il y a des artistes, ils réfléchissent même pas à ça. Et parfois, je fais un visage ou quoi. Et en fait, je l'ai tellement fait que maintenant, je réfléchis même plus à ce que je fais. Ça devient un automatisme. Et du coup, bah, quand je vais regarder des références, le fait que ça devienne un automatisme, ça me permet, quand je vais regarder une référence, là où avant, je me focalisais sur un point anatomique ou une structure, ben, comme ça je le connais par cœur, ben, du coup je vais pouvoir me focaliser sur autre chose, sur un détail, sur un flow, une dissonance ou un côté un peu pittoresque que j'aime bien de la référence que j'utilise. Et en fait, ben, du coup ça me permet d'aller plus loin, ça me permet à chaque fois de pousser un peu plus loin le projet que je suis en train de faire. Ouais, je le vois un peu comme une pyramide. À chaque fois, vu que tu as un étage, supérieur, tout ce qui est en dessous de toi, tu es déjà plus en train de le conscientiser parce que c'est de l'acquis. C'est ça, Tu es seulement en train de conscientiser ce que là, sur lequel tu mets le focus et que tu essayes de maîtriser, plus parce qu'aujourd'hui, à ce stade-là, c'est pas acquis, pour que le projet suivant, hop là, ta pyramide, elle ait un étage supplémentaire et que, ta base soit encore plus solide pour, t'éclater sur, ton point de focus. exactement. Et c'est-à-dire que si tu mets trop et si tu vas aller trop vite, ben en fait, tu as tellement de choses à gérer en même temps que du coup, tu n'y arrives pas. Et par exemple, ben, il parlait des forces. C'est un projet où il y avait des points techniques que je maîtrisais pas, des points anatomiques que je maîtrisais pas, des points artistiques que je maîtrisais pas. Et du coup, ben, tellement de choses que je maîtrisais pas que du coup, ben, le résultat était très frustrant. Et c'est pour ça qu'après, je suis revenu à un projet plus simple. Comme ça, j'avais qu'un seul point à travailler, qui était le point de vue artistique. Point de vue technique, je le connaissais déjà. Et en fait, je me dis, ben, une chose à la fois. En fait, il faut pas essayer de tout faire d'un coup parce que ben, sinon, souvent, tu te perds un peu et souvent, du coup, t'arrives pas à faire ce que tu veux. Ce qui n'est pas grave parce que tu apprends tout autant de tes échecs que de tes réussites. Donc, ça, faut absolument pas avoir peur de rater. C'est pas grave, tout le monde le fait. Et moi encore aujourd'hui, je le fais de façon journalière. Vraiment. C'est- Les gens seraient surpris. Bah, au moins, oui, ça dédramatise, à mon avis, beaucoup de personnes qui ont peur ou enfin, ou qui voient que c'est moche ou il y a besoin de beaucoup d'essais avant d'avoir un modèle qui tient la route, même quand tu es pro depuis des années, il y a il oui, ça arrive qu'il y ait des loupés et tu as pas la science infuse et c'est C'est des ça. tests et de l'observation. Je dirais ce qui est le super important, en fait, c'est de savoir reprendre ses erreurs et comment les améliorer, comment les réparer. Je pense que c'est le point essentiel et en fait, c'est pas grave de faire des erreurs. C'est juste de dire, ok, c'est pas grave, j'ai fait une erreur, ça, je le répare et en fait, ça avance. Et je pense que des erreurs, tout le monde en fait tout le temps et tout le monde en fera tout le temps. Et c'est pas grave, c'est juste, il faut savoir les réparer. Là où ça devient un problème, c'est si jamais tu sais absolument pas. Mais en général, tu as toujours quelqu'un qui sait. C'est-à-dire que je suis jamais arrivé dans un endroit où on me dit,
Là, on savait pas faire la créature, du coup, on a arrêté, on a abandonné, on a laissé. On trouve toujours une solution. Donc ça, vraiment, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Il y avait pas mal de questions aussi sur, encore tes projets perso et après j'ai bien envie de te questionner un peu sur le côté pro, mais Yes. comment tu trouves, des nouvelles idées? Tu parlais d'un fil rouge, donc de ce que j'ai compris, tu avais commencé par, une première créature en fait dans cet univers-là, la Cléapa et puis progressivement tu as eu ta série. Mhm. Est-ce que c'était une évidence, de derrière lui faire ses petits amis ou tout l'univers de créatures autour? Ou tu as besoin de vachement, chercher, heu, en détournant des animaux qui existent déjà? Comment tu les constitues ces univers et comment tu trouves ces idées pour, à la fin, quand on regarde ta série, on y croit franchement. Moi, je suis prêt à aller dans leur monde, j'y crois, ils sont crédibles. Au début, c'était pas du tout c'était pas du tout prévu comme une série. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait Cléapa, c'était un peu comme un projet comme ça qui a fonctionné. Et du coup, je me suis dit, ok, donc ça. Et en fait, je trouve que les réseaux sociaux, évidemment, il y a des défauts, il y a des pour et des contre, mais ça a quand même ce pour de, ben, ça te donne, on va dire, un retour, alors qui parfois n'est pas justifié, parce que parfois tu travailles énormément et tout le monde s'en fout, mais du coup, tu as l'impression que c'est nul, alors que c'est pas forcément le cas. Mais du coup, en fait, à travers ce personnage, ben, en fait, j'ai eu énormément de gens qui, justement, j'ai eu de retours de gens qui disent, ah, ben tiens, j'imagine que son corps, il est comme ça. Et en fait, les gens se sont mis à inventer des histoires par rapport à ce personnage-là. Et en fait, ben, ça, je m'en suis un peu inconsciemment inspiré. Et c'est pour ça qu'en fait, ben, sur mes créatures-là, je me suis dit, ben, tiens, en fait, je mets des détails, j'ai l'impression que personne va les voir, et je les mets parce que juste ça me fait kiffer. Et en fait, les gens le voient. Et du coup, ben, presque ça m'inspire et ça me dit, ben, je suis pas le seul à aller voir, aller chercher les petits détails, etc. Et les gens, en fait, s'en rendent compte. Et du coup, ben, je me dis, ben, c'est cool, moi, ça me fait kiffer. Et en fait, ben, je trouve que ça crée de l'interaction avec les gens, et c'est quelque chose, on va dire, que j'aime beaucoup parce que j'ai eu la chance, quand j'ai commencé en fait à faire de la 3D, à pouvoir parler avec des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment aidé à m'améliorer. Et aujourd'hui, bah, très régulièrement, j'ai des étudiants qui viennent, qui me contactent, et je me fais un point d'honneur et je me force pas, hein, j'adore faire ça. Je leur donne des retours en fait, et ben, s'ils me posent des questions, je les aide parce qu'en fait, je sais que bah, j'adore en parler de mon métier et en fait, je sais que ça m'aide à avancer. Et c'est un peu la même chose pour mes concepts. Et du coup, je me dis, bah, c'est bien plutôt que d'avoir une énième créature juste dans un fond gris, comme je disais un peu plus tôt, bah, le fait de l'avoir dans un environnement, les gens vont avoir envie d'interagir et ça va leur inspirer des choses. Et aussi parce que j'aime bien raconter des histoires. J'aime bien quand on voit un projet justement qui raconte une histoire. Je trouve ça super intéressant et du coup, bah, je me dis, bah, j'ai envie de faire la même chose. Mais encore une fois, c'est dans un but, moi, de m'épanouir et de m'amuser. Les réseaux sociaux, on va dire, ça va être un outil pour les partager, mais pour moi, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que je me dis, si demain, moi, je sais pas, mon compte se fait supprimer, etc., je vais pas forcément arrêter de le faire. Je vais continuer de le faire pour moi. Les réseaux, aujourd'hui, ça donne juste une visibilité, mais c'est pas une fin en soi. C'est juste un outil comme un autre. Oui, c'est la conséquence, mais à l'initiative, c'est toi une envie de, continuer de faire des choses, et des projets qui te font plaisir, après ça marche, tant mieux, ça marche moins, tant pis, ça t'a fait C'est ça. plaisir et c'est ce que tu disais, des fois, on comprend pas forcément les algorithmes ou la réaction des gens sur certains projets et tu auras beau y passer, des mois et des heures, le compteur de likes sera pas proportionnel, Et surtout, je pense que un parcours d'un artiste et des gens en général, c'est jamais linéaire. En fait, c'est jamais, ça va pas progresser. C'est-à-dire que parfois, ça va super bien marcher, tu sais pas pourquoi, et parfois, ça va pas marcher, tu sais pas pourquoi, et c'est pas grave. En fait, faut pas voir ça comme une finalité. Vraiment, faut juste un outil comme un autre, et c'est tant que moi, je me sens à m'améliorer au fur et à mesure de mes projets, c'est ce qui me convient. Et du coup, pour les créatures de cet univers-là, comment tu les créais? Comment tu avais l'idée d'en assembler plusieurs ensemble? Comment l'idée de début, germe pour que tu en fusionnes 1, 2, 3 et que tu te dises: «Franchement, ces 2 là ensemble, ça pourrait marcher» ou «Ces 3 là ensemble, ça pourrait marcher»? Et ben c'est très simple, c'est parce qu'en fait, je te l'ai dit un peu plus tôt, j'essaye de pas mettre trop d'idées dans mes projets parce que sinon je pense que je me perdrais et je perdrais les gens. Et en fait, parfois, ben, je sais que quand j'ai fait la Cléapa, j'avais ces idées de lumière et je me suis dit, oh, j'aimerais bien qu'il y ait des lucioles autour d'elle. Et en fait, j'avais plein d'idées, mais je me suis dit, si j'en mets trop, on va se perdre. Et j'avais ces espèces de boules un peu derrière elles que j'ai pas vraiment développées. Je me suis dit, ça serait trop bien si elles émettaient de la lumière.
Et je me suis dit, ouais, mais ça va peut-être faire un peu trop. Si elle met de la lumière à l'avant, à l'arrière, s'il y a des lucioles un peu partout, peut-être qu'on va se perdre. Du coup, je me suis dit, ok, pour ce projet, je le reste là. Et du coup, pour le projet suivant, ben, je me dis, je vais faire une créature où sa spécificité, ça sera d'avoir des lumières et d'utiliser sa lumière pour attirer les lucioles et pour les manger. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé le Fringy, c'est-à-dire que l'espèce de lézard à six pattes. Et Mm. derrière, je me suis dit, bah tiens, lui, il mange les lucioles, pourquoi pas faire une créature qui est amie des lucioles. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé ce Dromignon, donc cette espèce de dinosaure dans le lac. Et je me suis dit, ah mais tiens, mais ces lumières, ces créatures, elles émettent de la lumière. Du coup, bah, je pense qu'il y a des gens qui doivent en abuser. Ou qu'est-ce qui se passe si jamais on les enferme, du coup, pour en créer des lampes. Et c'est comme ça que j'ai créé ce personnage, que je sais plus comment j'ai appelé. Oui, justement, il a cette espèce de bocal et en fait, il est triste parce que les lucioles sont enfermées et en fait, elles sont utilisées que pour leur lumière, alors que lui, son rôle, justement, c'est de les libérer. Et en fait, juste avec cette petite idée, et par exemple, ben, pour ce personnage, je m'étais dit, ah tiens, j'en ai marre de faire des créatures, j'ai envie de faire un concept, un personnage. Et en fait, je dis, ok, j'ai un fil conducteur, quelqu'un qui veut libérer des lucioles, c'est un espèce d'humanoïde. J'avais trouvé un espèce de concept d'un lion préhistorique avec ces espèces de grosses mandibules, enfin de grosses boules là sur le front, un énorme nez et des énormes yeux. Ben, je me dis, ben, tiens, ça va empâtir le fait qu'il est triste parce que du coup, il va avoir des gros yeux tout ronds, tout rouges comme s'il était triste. Et en fait, ça vraiment, ça vient se construire naturellement. Et parfois, ben, j'ai des idées et je me dis, non, celle-là, elle est pas bonne pour ce projet-là. Du coup, peut-être que je la garde pour autre chose. Mais voilà, j'ai un peu, parfois, je me dis, ok, j'ai cette idée-là et je me dis à quel moment est-ce que je vais pouvoir m'en servir. Mais Et surtout, ouais, là, de ce que je comprends, c'est tu crées ta créature à partir d'une idée ou en tout cas d'une fonction et tout ton univers, à chaque fois, chacune des créatures avait un lien par rapport à ces lucioles. Et je trouve ça génial, en effet, celui qui les attire, mais pour les manger. Et c'est là où c'est super malin. Et je pense que tu as quelques animaux comme ça aussi dans notre c'est monde, ça, dans la vraie vie. Mais sauf que cette fonction-là, tu la détournes, toi, dans ton univers. c'est ça. Et je pense que c'est juste quelque chose qui était présent dès les premiers projets, mais auquel je n'avais pas forcément pensé. Et en fait, c'est plus tard les gens justement qui me disent, ah bah tiens, j'ai l'impression qu'il attire la lumière un peu, il attire les lucioles pour les manger. Et je dis, bah ouais, mais c'est pas bête ça. Et du coup, c'est pour ça que je le développe dans les projets suivants. Hem Donc pour avoir des nouvelles idées, ce serait quoi le secret? C'est se raconter des histoires, et du coup essayer de développer des univers qui collent avec, les histoires qui nous sont propres? Alors, bah, ça dépend. Je sais que pour moi, ça fonctionne, mais je dirais l'idée principale, même s'il n'y a pas d'histoire, et même si demain je crée un projet qui n'est pas en lien avec le reste, c'est de continuer de s'inspirer, de regarder des références, de regarder ce que font les artistes, d'être curieux en fait, et d'aller prendre des photos. Parfois, je prends des photos, c'est ça, et je vois des photos d'animaux, et je me dis, ça serait super si je faisais tiens ça, celle-là, ça ferait une super créature. Donc, c'est vraiment être curieux et aller chercher et aller voir des choses et s'exposer à des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Qui peuvent en effet faire germer de nouvelles idées, parce que, tu pas l'habitude d'être mise en contact et c'est là où tu as les tilts de genre: «Ah mais ça pourrait être génial!» C'est ça, exactement. Et Hem, un point très important, pardon, je finis parce que ça, vas-y. c'est quelque chose essentiel. Montrer son travail. Je montre énormément mon travail à tous mes amis, à mes proches, et je prends énormément en compte les retours, les critiques. Parce qu'en fait, c'est avoir un œil extérieur, c'est essentiel. Quand tu es sur un projet tout le temps, tu vois pas forcément les choses. Et je sais que la plupart de mes projets sont ce qu'ils sont parce que j'ai eu des retours. Et parfois même, je mets mon ego de côté et je me dis, ils m'attaquent pas personnellement. Quand ils disent que ça marche pas, ils me disent pas que je suis nul, ils me disent juste, ben là, par rapport à ton idée, tu es en train de faire quelque chose et on comprend pas très bien, ça marche pas très bien. Et donc, je montre beaucoup mes projets à des amis et j'écoute quand même un peu ce que j'aime. Parfois, je dis, bah non, ça marche pas vraiment avec ce que je veux faire. Mais je me dis, s'ils m'ont fait une critique, ça veut dire que mon propos ne fonctionne pas assez. Donc, du coup, ça va me pousser à le pousser encore plus. Donc, ça, c'est vraiment quelque Tu chose que je conseille à tout le monde. Montrez vos projets à vos amis. tu montres à quel stade? Alors ça dépend. Il y a certaines personnes, je vais le montrer à un stade quand c'est un peu plus fini parce que bah, le problème c'est que je sais qu'il y a des gens, par exemple, si tu montres quelque chose à un stade vraiment très tôt, mais qui connaissent rien à la 3D, mais ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre ce qu'ils voient. Ils vont dire mais il est bizarre ton modèle, pourquoi tu l'as pas en gris? Je fais non non, il est pas en gris, il est juste en. Voilà, donc ce genre de choses. Mais si par exemple j'ai des amis qui sont dans la 3D, bah, du coup eux ils vont comprendre, donc du coup je sais que eux ils vont être capables de se projeter.
mais tu veux pas le montrer trop tard non plus, parce que si tu en arrives au moment où tu le montres quand tu as fini et tu as quelqu'un qui te dit ah ben ça j'aime pas trop, ben, en fait tu en arrives au point où tu plus envie de le toucher. Donc du coup, faut que tu le montres encore quand même à un moment où tu te sens que tu es capable de le modifier. Et que tu es prêt en effet à laisser une partie, et à le refaire, Exactement. parce que c'est pas compris. Et mettre donc son ego de côté. Ouais, toujours. Ben après, dans tous les cas, dans ce travail-là, comme je disais, c'est-à-dire que moi, quand je fais une créature ou quand je fais un modèle, celui qui choisit, c'est le client, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour faire ce qu'il voit. Alors parfois, ben, je considère que c'est une idée qui est pas forcément ouf. Et parfois, je dis, ah, c'est une idée pourrie. Et en fait, je le fais. Je dis, en fait, c'est pas si mal. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est pas parce que t'as pas l'idée que t'es nul. C'est normal de pas avoir tout le temps l'idée et c'est pas grave. Et ça fait partie du jeu. Ouais, ouais. Et puis le but, c'est aussi de le partager, même si, enfin, partager dans le sens, tu as envie de raconter, toi, ce que tu as dans la tête et ton univers. Donc s'il est pas compris, c'est dommage. Maintenant, le but, c'est pas non plus à chaque fois de faire des milliers de likes ou des centaines de milliers de likes sur tous tes posts, mais juste que l'idée principale, si tu as envie de faire, entre un dinosaure et un lézard, si les gens, voient pas le dinosaure et le lézard, c'est que le message, il est pas saisi. C'est C'est un ça. peu le but que tu cherches lors tes retours, quoi. C'est ça. Ouais. Et je sais que sur Cléapa, pareil, j'avais fait ces espèces de lumière et j'avais fait un truc vite fait. Et j'avais ma coloc qui m'avait dit mais on comprend pas d'où ça vient. Et le fond était bizarre et en fait elle m'a fait juste faire un tout petit changement et je pense que c'est ça qui a sublimé le projet. Et je me suis rendu compte que ouais, parfois c'est un tout petit truc, ça fait vraiment la différence et que ça vaut le coup de prendre le temps de faire ça et que la vie extérieure compte beaucoup. Et c'est un travail souvent quand même commun. Les films, en général, les meilleurs projets sont les projets communs. Bah, surtout quand tu es tête dans le guidon et qu'en Ça, fait, ce point de vue extérieur, il t'aide aussi sur une évidence qui, pour toi, l'est, alors que pour quelqu'un d'extérieur qui découvre le projet, ne l'est pas parce et ça manque sur la compréhension de ta créature et de ton modèle, quoi. C'est dommage. exactement. Donc c'est aussi pour ça, parfois, je laisse un projet un peu, je le laisse, si je vois que je suis pas prêt à le terminer, parfois je force pas non plus. Parfois je le laisse un peu de côté, je me dis, j'y reviendrai dessus. Ça sonnera comme une évidence à un moment et parfois, c'est juste que l'idée n'a pas assez cogité dans ma tête et du coup elle est pas prête à sortir. Donc, On a pas mal commencé à enfin, j'ai fusionné 2 phrases là, encore une fois. On a pas mal parlé de tes projets perso et on a commencé à parler des projets collaboratifs. mhm. Hem, on va parler un peu de ton côté, pro. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as adoré bosser, et aujourd'hui ça reste, ton plus gros kiff, pro? Et que tu serais prêt à Euh, partager du coup? Parce que si tu nous en oui, parles oui. mais que tu en parles pas, c'est Alors, dommage. je dirais pas que c'est mon plus gros projet. C'est un projet vraiment dont je me souviens. C'était quand j'étais chez One of Us, donc en Angleterre. J'étais dans un petit studio, donc à One of Us. Et en fait, je suis arrivé à un moment où ils voulaient un peu développer leur team de créatures. Donc ils voulaient vraiment développer, leurs idées, c'est de développer un pipeline pour attirer les clients. Et du coup, on avait eu un show sur Disney+, qui est un show assez insignifiant. Mais pour nous, pour eux, c'était une preuve de concept et c'était un peu montrer qu'ils étaient capables de faire des créatures. Et en fait, c'était une créature toute simple, un raton laveur. Mais en fait, on a eu de la chance, on a été voir des gens qui avaient un raton laveur. Donc on a pu aller prendre des photos, on a pu aller prendre des références, on a passé 3 heures avec le raton laveur à essayer comme on pouvait prendre des photos pendant que le mec essayait de le garder en place. Et en fait, on a tout développé à la main. On était juste moi, le modeleur, mon superviseur, un rigueur, un animateur et un groom artiste. Et en fait, à nous 5, on a mené cette créature de A à Z. Et c'était un peu, je sortais d'NPC, cette espèce de grosse machine industrielle où j'avais vraiment tout appris. J'ai adoré cette expérience parce que j'ai vraiment tout appris. Mais du coup, c'était vraiment le moment, tout ce que tu as appris, est-ce que tu es capable de le redistribuer et en fait de t'en servir. Et du coup, il n'y avait aucun pipeline, tout était à faire et c'est là. Et du coup, j'ai tout développé. Et même si c'est pas, je pense, c'est pas mon plus beau projet, ça reste un projet vraiment que j'ai adoré faire parce que j'ai eu les mains dans le cambouis et j'ai participé à toutes les étapes. Ouais, Et dont la prise de référence où ça doit être très drôle, où exactement. tu vas te retrouver, C'est face au ça. raton laveur. Et je me souviens, et c'était quand on était dans la voiture, on allait vers là-bas, on allait voir le raton laveur et ma superviseure, elle était là, elle dit, donc c'est bon, t'as la liste de ce que tu veux qu'il fasse, etc. Je dis ouais, 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 j'avais une liste, alors il fallait que je prenne 20 références, etc. Et quand on repart,
ben, en fait, on n'avait rien réussi à faire parce que le raton laveur était incontrôlable, il bougeait dans tous les sens, il était surexcité. Et elle me disait, ben, c'est pas grave parce qu'en fait, ben, c'est tout le temps comme ça. Tu as ce que tu as l'intention de faire, ce que tu penses que tu vas arriver à faire et ce que tu fais en réalité. Et souvent, ben, c'est à des années-lumière parce que ben, pareil, quand tu as un chien dans un stage, tu dis oui, oui, je vais faire en sorte qu'il s'assoie et puis il va se lever d'un coup. Et en fait, le chien, il est excité, il est pas concentré. Et du coup, ben, t'arrives pas à faire ce que tu veux qu'il fasse. Mais en fait, c'est pas grave parce que t'en tires quand même une expérience et t'arrives quand même à avoir les références qu'il te faut, malgré tout. Donc, Ouais, parce que tu as du mouvement, donc certes, c'est pas le mouvement que tu avais toi, déterminé, mais déjà il bouge et tu as une idée de mais du coup, tu as un mouvement qui est naturel parce que souvent, c'est pas un mouvement mécanique et c'est un mouvement, on va dire, qui est naturel et qui est, bah, du coup, qui est plus proche de la réalité et au final, t'arrives quand même à t'en servir. Côté pro, tu disais que tu avais, bossé dans l'animation, mais aussi dans les films. Du coup, Ouais. c'était pas les mêmes types de créatures qui te se sont demandées, plus ou moins Non. réalistes, plus ou Alors, moins mon parcours, en gros, ça a été, quand je suis arrivé à Londres, ça a été 1 an à MPC, donc dans un gros studio. Puis j'ai fait un plus petit studio, donc One of Us. Après, j'ai fait du freelance. Donc tout ça, c'était en VFX. Donc on va dire, c'est des choses qui sont photoréalistes. Et en fait, quand je suis arrivé à Sydney, j'ai travaillé à Animal Logic, qui est un studio justement de feature animation. Et en fait, la particularité, c'est que il n'y a pas de détails. C'est-à-dire que tous les détails est fait par le texturing, mais c'est des formes qui sont très simplifiées. C'est des personnages cartoon, en fait. Donc, en fait, t'as pas tous les détails que quand tu fais des créatures dans le VFX. Donc, on va dire, c'est là la plus grosse différence. Et, c'est même pas forcément anatomique. C'est-à-dire que c'est quand même des choses qui sont très simplifiées, mais qui ne suivent pas forcément de l'anatomie. Ça aide de connaître ton anatomie, mais, ça reste quand même très simplifié. Et peut-être un peu trop à mon goût. Et je sais que moi, c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Donc c'est pour ça que là, je me réoriente vers du VFX. Mais, comme pour le reste, c'est quelque chose que j'ai voulu essayer. Donc, je me suis dit pourquoi pas. C'est toujours une bonne expérience à prendre. Il n'y a pas de mauvaise expérience, je me dis. et du coup, qu'est-ce que tu aimes bien dans les VFX, dans les créatures ou qu'on peut te demander ou dans les modèles? Bah, souvent, alors le problème des VFX, c'est que c'est quand même très technique parce qu'aujourd'hui, avec les scans, donc souvent c'est avec des plates, souvent on te demande de reproduire la réalité, ce qui parfois est un peu frustrant parce que du coup c'est très technique. L'avantage d'être creature modeler, c'est que ben, il y a pas la réalité n'existe pas en fait, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui fais le concept, donc en fait c'est à toi, comme je fais pour mes projets perso, à partir de références réelles, créez-nous quelque chose qui n'est pas vrai, mais quelque chose qui est vraisemblable, quelque chose auquel on pourrait croire. Et en fait, c'est ce côté-là que j'adore, c'est ce côté artistique justement où ben, on a envie d'y croire à ta créature, même si on sait qu'elle n'existe pas, on a envie d'y croire et on veut avoir envie d'y croire. Et c'est ça mon boulot et c'est ça que j'adore. Et ça rend, le côté technique qui pourrait être, très lourd pour reproduire la réalité, un peu plus challengeant parce que, tu essayes de faire quelque chose de vraisemblable et tu racontes quelque chose qui n'existe pas encore, C'est ça. et qui sera impossible à trouver. C'est ça. Mais souvent, j'ai quand même affaire quand on me contacte, c'est pour faire aussi des créatures qui sont des animaux classiques. Mais j'aime quand même parce que ben, il y a quand même toute cette partie de sculpte et il y a cette partie d'anatomie. Et parfois, justement, quand t'as pas besoin de réfléchir au concept, tu peux te focaliser sur les tailles. En fait, peu importe le projet, souvent, j'arrive toujours à trouver un point d'intérêt sur lequel me focaliser. Ça peut être ben, faire les détails, avoir le bon flow, avoir le bon rythme d'écailles ou d'écorce ou de peu importe ce que je suis en train de sculpter ou un concept. Mais j'arrive toujours à m'y retrouver. C'est peut-être une question bête, mais, est-ce que tu fais du groom aussi? Non, alors j'aimerais bien parce que souvent ben, ça me bloque parce que ben, parfois j'ai vois des oiseaux, j'adorerais les faire et tout, mais je sais pas le faire. J'ai essayé plusieurs fois, mais je suis nul. C'est dramatique. Et du coup, je me dis, ben, il y a des gens qui sont très forts, donc en fait, ça me permet de faire des collaborations. Donc je me dis, chacun sa spécialisation. Moi, j'accepte le fait que je suis nul en groom, alors peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais pour l'instant, bah, dès qu'il y a du groom, je fais appel à des amis pour des projets perso. Et eux, ça leur fait plaisir de bosser sur mes modèles. Et du coup, bah, en fait, c'est des collaborations et j'ai fait quelques projets comme ça qui sont très cool et que j'adore. OK. Ouais, bon, bah, tu peux peut-être le rajouter à ta liste de choses qu'un jour tu maîtriseras Peut-être. avec le temps. Je me fais un point d'honneur à ne pas l'apprendre, justement. Pour faire des plus belles collaborations, c'est aussi une autre Exactement. philosophie, c'est Ouais, c'est possible. pour ça que je mets beaucoup d'écailles, hein. C'est parce que quand t'as des écailles, t'as pas besoin de poils. Malin. On a le secret des futurs modèles pour qu'aussi eux, ils auront des OK. Exactement.
Est-ce que tu as autre chose à nous partager, soit sur, des projets pro qui, pour toi, auraient un sens à être partagés sur, des choses que tu aurais pu apprendre ou, sur, des projets, perso, pour des gens qui nous écoutent et qui ont envie peut-être d'être, modeleurs et créatures artistes comme toi, Bah, je dirais en fait, alors pour le pro, même comme pour le perso, en fait, ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses et de sortir, on va dire, d'aller vers quelque chose qui semble contre-intuitif à la base. Et de se dire, mais faire ça, ça va me servir absolument à rien, je vais pas apprendre. Moi, je veux faire que des créatures, par exemple, et du coup, bah, faire du art surface ou faire ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être focalisé là-dessus. Je pense que toute expérience est bonne à prendre. Alors, toujours, c'est quand même important de rester focalisé, de pas s'éparpiller dans tous les sens. Mais je pense que c'est ne jamais fermer une porte complètement. Toujours rester ouvert à toute opportunité et à toute possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Et parfois, on va se dire, maintenant, il faut pas que j'essaye cette chose-là parce qu'en fait, si je pars dans cette direction-là, je vais rater quelque chose d'autre dans la direction dans laquelle je veux aller. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Et par exemple, dans le côté pro, là, par exemple, à l'heure actuelle, je suis dans un point où je suis sur le point d'accepter un boulot. Et sauf que j'ai une autre grosse boîte qui m'a contacté et en fait, ça avance pas. Et je me dis, non, non, je vais rater cette petite boîte. Euh, qui me propose un poste qui est très intéressant avec des responsabilités pour aller dans cette grosse boîte dans laquelle je veux aller, mais avec moins de responsabilités. Et en fait, je me dis, ben, en fait, c'est pas grave, je peux très bien l'accepter maintenant et y revenir plus tard. En fait, il y a pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire et il n'y a pas il y a pas un seul chemin. C'est vraiment, c'est comme une, un arbre vraiment qui se développe et prendre une décision, ça te ferme des portes, mais ça t'en ouvre une autre. Et en fait, tu peux toujours y revenir d'une manière ou d'une autre. Donc, faut pas avoir peur parfois d'essayer d'autres choses et de dévier un petit peu, parce que en fait, t'en reviens plus fort dans tous les mmh. cas. Parce que l'expérience, toujours, ça sert. Et t'arriveras toujours à t'en servir d'une manière ou d'une autre. La preuve, là, sur tes expériences passées où tu disais: «Bah, j'ai essayé le cartoon, au final, ça avait pas l'air de te plaire tant que ça, est-ce que c'est grave?» Non, tu y as appris, tu as regardé, et puis, bah, oui, si on t'en repropose, tu feras peut-être plus la fine bouche et tu déclineras, Exactement. mais au moins tu as testé, tu t'es pas fermé ces portes-là pour, progressivement, arriver à, toi, ce qui te fait kiffer et au final aussi apprendre, sur ce chemin de, toutes ces expériences, sinon tu t'y serais probablement pas confronté de toi-même non plus C'est donc ça. ça aide. Et aussi, ben, ça va être par exemple par rapport, tu dis, ben, pourquoi est-ce que je vais aller dans cette boîte-là pour le coup? Parfois, ça peut être, ben, tu dis, ben, là, j'ai envie pour l'expérience, parfois, ça va être pour le titre. Par exemple, pour cette boîte-là, je vais être honnête, c'était parce que c'était pendant le confinement, le lockdown, et c'était la seule boîte qui me permettait d'arriver en Australie. Et même si j'aimais pas le cartoon, je me suis dit, bon, bah, ça peut être une expérience, et puis en plus, il m'a amené en Australie. Donc, du coup, bah, pour moi, c'est parfait, ça fait 2 ans que je veux ça, donc c'est une bonne opportunité, et je regrette absolument pas, et j'ai perdu des opportunités à Londres, de très grosses boîtes, mais je me dis, bah, c'est un choix et rien ne m'empêche de revenir à Londres dans quelques années, sauf que j'aurai un bagage en plus qui fait que j'aurai la même chose, voire mieux. Donc, c'est pas du tout un problème. C'est des choix, tout le monde doit en faire à un moment d'un point de vue carriériste et c'est pas rédhibitoire. Mmh mh. Carrément C'est pas et rédhibitoire. f non, non, en effet, il y a tu peux toujours faire machine arrière ou revenir sur une décision, même là, tu es parti à Sydney, c'est qu'un déménagement, tu peux Exactement. revenir à Londres quand tu voudras et quand tu auras décidé donc Pour les boîtes, je leur dis, bah, c'est que partie remise, on reste en contact. Je vous dis pas non parce que je vous aime pas, je vous dis non parce que bah, à l'heure actuelle, ça ne me convient pas par rapport à mes contraintes et aux envies que j'ai. Mais rien ne m'empêche de revenir vers vous rapidement. Il n'y a pas de, y a pas de problème. Donc toujours garder les portes ouvertes avec les gens et rester en contact, c'est très important. Et ça finit toujours par marcher en général. cool. Est-ce que tu veux faire une mini conclusion, qu'on appelle, le mot de la fin, pour, conclure cet échange? Ouais, bah, le mot de la fin, je dirais, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de mes projets perso, je pense que c'est un peu ce qui me définit, plus vraiment. Pour tous les gens qui veulent faire des projets perso et qui veulent devenir créature modeler, faites des projets qui vous font kiffer. Faites pas des projets parce que c'est ce qui fonctionne. Faites vraiment parce que vous aimez ça. Alors vous pouvez toujours les orienter un petit peu parce que bah, ça aide toujours et c'est toujours bon pour le moral. Mais faites vraiment les choses parce que vous aimez ça et pas parce que on vous le ou parce que c'est ce qui fonctionne et c'est la tendance. En fait, faut vraiment toujours faire les choses avec
avec passion et avec envie, parce qu'en fait, le résultat en sera toujours mieux et ça donnera toujours quelque chose de plus intéressant et ça donne envie de continuer et ça donne envie de s'améliorer. Et aussi, peu importe la manière dont vous le faites, on s'en fout. Peu importe le logiciel que vous utilisez, vraiment, on s'en fout. Tant que vous arrivez à faire ce que vous voulez, c'est le principal. Cool. Bah, j'espère que ça va leur donner envie en tout cas de persévérer parce que c'est, je pense, des fois le plus dur où, quand tu pas encore les compétences, les skills, tu as envie de le faire, tu crois, mais tu es un peu comme ce que tu racontais, ces 5 mois où toi tu es dans le dur et tu veux totalement apprendre, mais tu doutes aussi et hem Le plus et dur, c'est de tu se lancer, ouais. Le plus dur, c'est de se lancer et une fois que tu es lancé, bah, tu fais une erreur et en fait, tu te rends compte que bah, te rater, c'est pas très grave. Et du coup, bah, une fois que tu es tombé, tu sais que tu peux te relever parce que si tu retombes, bah, c'est pas dramatique, tu peux très facilement te relever. Et en fait, une fois que la machine est lancée, ça va tout seul. bon, bah, un petit vent d'espoir. Merci Nicolas pour le partage et pour tes conseils. J'espère que ça en aidera, plus d'un et plus d'une. Oui, de toute façon, je Hem, sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent et je pense qu'il y aura des gens qui me contacteront à la suite. Et il y a vraiment aucun problème. Je sais que j'aime beaucoup répondre en général aux gens et aider et inspirer. Enfin, si je peux aider les gens et à les aider à s'améliorer et à progresser, ben, c'est avec plaisir. C'est un peu ma tu pierre à l'édifice. Voilà. tu vas faire toutes mes transitions là, donc où est-ce qu'on peut te suivre et où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on peut me suivre alors sur ArtStation, où c'est plus mes projets finis, sur Instagram où je fais un peu mes work in progress, où je montre un peu bah, justement le progrès de mes projets, un peu sur Facebook, mais pas vraiment. C'est principalement sur ArtStation et Instagram. Voilà, qu'on peut me retrouver. Cool. Bah, on mettra tous les liens en description pour que vous alliez voir le travail de Nicolas, soit le fini, soit le work in progress. Et pour les Exactement. petites questions, les gens peuvent te les poser sur Instagram, on peut te les poser où? En général, les gens ils me contactent tous sur Instagram, sur LinkedIn, ouais, sur OK. ArtStation aussi parfois. Donc pareil, peu importe là où ça vous semble, là où les gens vous trouvent en général, là où les gens vous OK, trouvent. très bien. Voilà. Et là, la dernière question, c'est pour moi, c'est est-ce que tu aurais en tête des gens que tu aimerais envie d'entendre dans le podcast, francophone pour, des futurs épisodes? Ouais, alors j'ai quelques personnes. Alors ça va être des créatures modeleurs, C'est pas malheureusement. grave, je te dis, je prends. Du moment qu'ils sont sympas et qu'on peut bien discuter, je prends. Ben, il y a alors deux francophones, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup bossé, qui sont des très bons amis. Donc il y a Antoine Vernet-Caron et qui a pareil un créature modeleur qui est encore à Londres. Voilà, qui a un parcours assez pas atypique, mais qui a un parcours très intéressant et qui est très doué. Et vraiment qui justement lui a un parcours plus classique, qui vient d'un background plus classique. Et justement comment il a adapté ça à la 3D, c'est très intéressant. Et aussi Damien Guimoneau, qui est pareil que j'ai rencontré quand j'étais à Londres et qui est un très bon artiste et un très bon ami et qui serait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il a lui là justement il a beaucoup bossé dans l'industrie aussi, donc je pense il aurait beaucoup de choses à raconter. Cool. Bah, ça va faire 2 beaux noms. On va les stalker, et on va regarder ce qu'ils font en détail. Trop cool. Merci Nicolas pour les bonnes idées. Merci beaucoup Sandrine pour cette discussion, c'était très intéressant et j'espère que ça a été, mais ça a été un vrai plaisir. Bah, plaisir partagé. Normalement, vous avez aussi passé un bon moment si vous êtes encore là au bout de 1 heure, 22, d'écoute. Ça va, J Qu'est-ce que tu dis? on est dans les temps. On est dans les temps. Maintenant, j'essaie de me cadrer, on dépassera plus l'1h30. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez kiffé. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est ultra important. Parlez du podcast autour de vous, partagez-le sur vos réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, partagez quand vous voyez que l'épisode sort. Et puis, si vous voulez faire un retour à Nicolas, sur les conseils qu'il a donnés ou poser des questions, n'hésitez pas à le contacter, il sera ravi de vous répondre aussi. Donc, Absolument. merci encore Nicolas et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Salut. J'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à le faire connaître, nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy, gizmo.academy avec un Y, où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents. On se dit à très vite, bye bye.